Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, seuls 53% des programmes scolaires dans le monde mentionneraient le changement climatique et seuls 2% le feraient de manière significative. Alors comment aller plus loin? On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Simon Klein, médiateur scientifique à l'Office for Climate Education. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est la révocation par la Cour suprême des États-Unis du droit à l'avortement. Les programmes, ceux d'anglais, mais aussi ceux de MC. À l'heure de la récré, on va retrouver Emma. On va préparer l'été avec un message: protégez votre peau du soleil. Elle vous dira comment faire. Et puis enfin, on aura le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, maître Valérie Piot, avocate et chroniqueuse de cette émission. Sujet du jour: que faire en cas de refus de réinscription de votre enfant par son établissement scolaire privé? La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. Le changement climatique qui résulte de notre propre comportement est la plus grande menace pour notre existence commune. L'éducation est un outil essentiel pour permettre aux jeunes d'agir en faveur d'un avenir plus durable. C'est une citation, elle est d'Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, et elle explique en ces termes pourquoi l'UNESCO soutient l'Office for Climate Education, l'OCE, qui œuvre depuis 2018 pour fournir aux enseignants des outils clés en main pour éduquer les générations présentes et futures au changement climatique. Et l'OCE vient de publier un deuxième guide pédagogique, le climat entre nos mains, terres émergées. Il est destiné aux écoles primaires et au collège, qui livre, mais vraiment absolument formidable. Simon Klein, bonjour. Bonjour. Je n'ai même pas salué. Médiateur scientifique à l'Office for Climate Education. Je vous le dis avec des mots simples, j'étais bluffé par le travail que vous avez accompli. Et pourtant, dans mon parcours de journaliste spécialisé dans les questions d'éducation, j'ai vu 2 ou 3 ouvrages destinés aux enseignants, donc bravo. Un office d'un mot qui a été créé en 2018 par la fondation La Main à la Pâte. Alors ça a 30 ans, La Main à la Pâte, c'est plus connu. On rappelle les fondamentaux? La main à la pâte, alors oui, effectivement, ça fait 30 ans que ça existe, et les fondamentaux de la main à la pâte, c'est d'inclure beaucoup plus de science et de comment faire la science, au début au primaire et maintenant primaire-collège, donc en travaillant principalement avec ce qu'on appelle la démarche d'investigation, donc utiliser finalement les outils qu'on utilise en sciences, cognitifs qu'on utilise en sciences, c'est-à-dire la démarche de se poser des questions, essayer de répondre à ces questions et travailler beaucoup avec des pédagogies actives, donc en laissant les élèves au cœur de la construction du savoir. Donc c'est pas le savoir qui tombe comme ça, prémâché par l'enseignant et par l'Académie des sciences, c'est l'enfant qui est invité, mais il est invité en étant guidé. Il est accompagné, facilité finalement par les enseignants qui ont finalement une posture de facilitateur dans ce cadre-là, où ils co-construisent avec les enfants le savoir pour arriver à une meilleure compréhension de ces enjeux. Et ça, maintenant, nous, on l'applique au climat, au sens du climat. Et on va évidemment en parler. On va quand même rendre hommage à Georges Charpak, qui avait inventé la main à la pâte après un voyage aux États-Unis en 95. Il avait découvert Hands-On du côté de Chicago, si je me souviens bien, mais c'est peut-être Boston, mais je crois que c'est Chicago. On va dire... qui était un programme pour des enfants en grande difficulté. Et ensuite, ça a été porté par Pierre Léna, par Yves Quéré, et en gros par beaucoup de personnes formidables à l'Académie des sciences. Vous l'appliquez au climat, mais pas que au climat. C'est-à-dire que c'est aussi dans le lien avec la société. Exactement. Alors, c'est là où on dépasse un peu cette démarche d'identification, ou en tout cas, on injecte un peu plus de pédagogie active dedans. C'est qu'on va appliquer cette démarche d'investigation héritée de la main à la pâte, principalement aux connaissances liées au changement climatique. Mais j'aime beaucoup présenter la pédagogie, ou en tout cas l'éducation au changement climatique, comme dépassant la notion juste des connaissances. Et si je peux me permettre de parler un peu d'une analogie que j'ai trouvée assez fascinante la semaine dernière, c'est qu'on peut prendre l'éducation au changement climatique comme un vélo, par exemple. Et pour faire avancer un vélo, il y a besoin de roues, notamment 2 roues, et ces 2 roues sont formées, dans cette analogie, par les connaissances, donc le contenu, la science, et aussi la deuxième roue, ça va être plutôt les compétences, donc l'esprit critique, les ordres de grandeur, enfin tout ce qui a besoin d'être musclé finalement pour capter ces enjeux-là. Il nous faut un cadre aussi, là on va y mettre toutes les valeurs, tous les projets de société finalement, et il nous faut... quelqu'un pédale à un moment. Voilà, quelqu'un pédale, et en fait là le pédalier, en fait, ça représente tout ce qui est lié à l'action. On va en parler aussi. Et le passage à l'action. Et ce que je trouve vraiment formidable là-dedans, c'est qu'il y a un guidon qui est ce projet de société commun qui est favorable dans un monde sous contrainte climatique et pour essayer d'atténuer les effets du changement climatique. Et aussi, il y a une lumière pour pouvoir avancer. Cette lumière, en fait, elle touche à tout ce qui est espoir et émotion positive. Et on retrouve aussi des freins.
Et là, c'est tous les blocages qu'on a dans l'éducation, dans la société, pour arriver en fait à faire avancer ce vélo. Elle est pas mal l'analogie du vélo pour raconter tout ça. Il reste une selle, pardon. Oui, pardon, bien sûr, mais j'étais en danseuse, moi déjà. Oui, voilà. Alors, pour ne pas être en danseuse, parce que c'est fatigant à la longue. La selle, en fait, c'est tout ce qui va être la motivation. La motivation chez les enseignants, mais surtout chez les élèves. Et donc là aussi, c'est un beau travail à faire, c'est essayer de motiver. Et c'est pour ça qu'il y a plein de dispositifs pédagogiques qui permettent de faire rentrer et faire avancer ce vélo de manière ludique et de manière motivée. Eh ben, j'avais pas prévu de le faire comme ça, mais on va le désosser le vélo tout à l'heure. Ça marche, on va reprendre les différents ingrédients. Un mot en 10 secondes vraiment, parce qu'on va retrouver Emma Guessel dans quelques instants. Office for Climate Education, je le dis en anglais, c'est pas pour faire chic, c'est parce que vous avez une dimension internationale très forte. Oui, en fait, on est un centre numéro 2 de l'UNESCO, donc on a une portée internationale très forte. On fait après 80% de nos activités à l'étranger. On accompagne en fait des gros projets dans des pays en voie de développement pour créer un peu ce momentum et accompagner les politiques éducatives dans ces pays. Ce qui répond à la question des personnes qui s'inquiètent de savoir comment on va résoudre le problème du climat juste en France. Effectivement, ça n'est pas juste pour la France, c'est pour la planète, mais vous œuvrez à échelle de la planète. On se retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, Anti-Sèche, Emma. Emma, bonjour. Bonjour. Une anti-sèche consacrée aujourd'hui à cette décision aux États-Unis, la Cour suprême qui a révoqué, plus personne, je pense, ne l'ignore, le droit à l'avortement. Désormais, chaque État est libre de l'interdire. Et oui, décision qui a choqué un grand nombre de pays, dont la France, où des manifestations ont lieu depuis pour protester contre cette décision. Décision qui a déjà eu des effets aux États-Unis. Et oui, exactement. Une quinzaine d'États n'attendaient que ça et avaient déjà prévu des lois anti-avortement à mettre en place dès que la Cour suprême le permettrait. C'est chose faite et dans ces États, l'avortement sera désormais interdit. Sujet, l'avortement aux États-Unis, que l'on retrouve dans les programmes scolaires et notamment en cours d'anglais en terminale. Et oui, les élèves entendent parler de l'arrêt Roe versus Wade de 1973, année où l'avortement devient un droit constitutionnel aux États-Unis, 2 ans avant nous en France. Alors aux États-Unis, c'est une décision historique. Il y a énormément de manifs menés par des groupes religieux anti-avortement. Ça bouscule vraiment les mœurs. Même pour tous les présidents, ça a toujours été une question au centre des débats. Et d'ailleurs, Donald Trump, face à un débat, face à Hillary Clinton, l'avait dit: je compte placer des juges anti-avortement à la Cour suprême. C'est ce qu'il a fait. La Cour suprême était à majorité démocrate. Elle est passée à majorité républicaine. Et donc, ce basculement a permis de revenir sur cet arrêt Roe versus Wade. Et alors, chez nous en France, et je pense que les élèves l'apprennent aussi, c'est 1975, la loi Veil. Loi Veil, parce que Simone Veil, loi qui dépénalise l'avortement. On apprend ça au collège en 3e et au lycée en terminale. Alors, chez nous aussi, ça n'a pas été simple. Il y a eu plusieurs étapes. Déjà, en 71, le manifeste des 343, publié dans le Nouvel Obs, 343 femmes prennent la parole pour dire qu'il faut absolument dépénaliser l'avortement parce que ça met en danger la vie des femmes. Ce texte, il est rédigé par Simone de Beauvoir et il fait énormément parler à l'époque. Donc ça, 71, 72, on légalise la contraception. Donc déjà, c'est une révolution. Et puis ensuite, Valéry Giscard d'Estaing fait de l'avortement une promesse de campagne. Et lorsqu'il est élu, la loi Veil est adoptée. Suivra une autre loi qui autorise cette fois le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Et ça sera en 1982. Avortement, contraception, éducation sexuelle, on en entend aussi parler, Emma, dans les cours d'EMC, logiquement l'éducation morale et civique. C'est ça, les cours d'éducation sexuelle sont même obligatoires en fait. Depuis une loi de 2001, il devrait y avoir au moins 3 séances par an. Oui, devrait. Et vous, je dis bien vous avez bien raison d'insister. On avait fait une émission spéciale là-dessus dans la quotidienne d'ailleurs. Oui, en vrai, c'est pas très respecté, soit par idéologie, soit souvent par manque de temps, puis un manque de formation aussi chez les profs. Donc c'est plutôt des associations aujourd'hui qui délivrent ces cours-là. Donc c'est vraiment encore tabou cette question-là en France. Oui, et aujourd'hui encore, l'avortement, par exemple, divise dans le monde, pas seulement aux États-Unis. Oui, en Europe, par exemple, l'avortement est légal et pratiqué presque partout. L'interdiction totale est une exception. Mais alors après, pas très loin de chez nous, il y a quand même des surprises. L'Irlande, par exemple, elle a légalisé l'avortement très tardivement en 2018. Donc vraiment, c'est tout près et c'est seulement en 2018. Et il y a des pays où il est carrément interdit encore. Voilà, il y a encore le Sénégal, le Gabon, la Mauritanie, l'Égypte. Et alors, est-ce que vous savez quel a été le pays qui a été le premier à légaliser l'avortement ? Ça va être c'est fou, c'est l'Union soviétique. 1920, Lénine. Alors Staline l'interdit en 1936 et puis il est rétabli en 1955. Donc bien avant nous en fait et bien avant les États-Unis. Allez, voilà. Il fallait au moins dire un truc aimable sur la Russie en France en ce moment. C'est vous qui l'aurez fait. Ça change du reste. Ça change. Exactement. Emma, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour la récré. Pour l'instant, Simon Klein, Grand Oral.
Des ressources gratuites, clés en main et modulaires pour accompagner les professeurs dans leur enseignement du changement climatique, tout en leur proposant des projets concrets d'action à la fois à l'échelle de la classe ou à l'échelle de la communauté éducative. Voilà ce que propose l'Office for Climate Education, dont on accueille un des médiateurs scientifiques. Alors, une de vos bibles, c'est les rapports du GIEC. Vous faites un travail de bénédictin, c'est-à-dire que vous prenez les rapports du GIEC à mesure qu'ils sortent et vous les traduisez littéralement pour les enseignants, c'est ça? Oui, exactement. C'est une bible. Non, effectivement, le travail du GIEC, il fait vraiment date et il est, il est très solide. Enfin, voilà, on a là toute la science en train de se faire et ils compilent et ils combinent et tout ça, mais ils le font de manière scientifique et ils amènent des données qui sont extrêmement complexes. Et nous, on vient derrière travailler à adapter et traduire tout ça pour les enseignants, quoi. Et ça donne, entre autres, ceci pour les enseignants, parce qu'il y a aussi plein de ressources en ligne. Alors, je précise que c'est gratuit. Hein. Moi, j'ai pu le lire en PDF sur votre site sans débourser un centime. C'est extrêmement riche. La première partie s'appelle « Comprendre ». Là, c'est la partie état de l'art. C'est ça. En fait, il y a une préface, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement pour rentrer dans le guide, mais aussi pour rentrer dans les questions de pédagogie sur le changement climatique. On a un petit fascicule sur comprendre la science, puis un petit fascicule sur comprendre la pédagogie qu'on utilise. Et ensuite, on va, avec une vingtaine de séances, travailler les différentes thématiques qui sont liées à ce guide spécial du rapport du GIEC sur les terres émergées. Et donc, ces activités de classe qui ont été testées en classe, qui ont été co-construites avec des enseignants. C'est ce qu'on voit aussi, c'est hyper concret. Vous avez des petits encadrés, conseils à l'enseignant, etc. C'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a des niveaux. Donc curieux, je ne sais plus ce qu'il y a, néophyte, curieux et apprenti. Apprenti, exactement. On a fait la différenciation sur ce guide-là. Donc on propose, quand on fait des activités basées sur des recherches documentaires, de présenter différents niveaux de difficulté avec ces documents pour les classes où on sait qu'il y a des niveaux différents et on veut travailler de manière différente. Alors il y a la partie comprendre, après il y a la partie agir et vous présenter, peut-être que vous pourriez en raconter au moins un certain nombre de dispositifs, de projets qui ont été mis en œuvre dans le monde par des enfants. Voilà. Alors, effectivement, là, il y en a 5, je crois, ou 7. 7. Voilà. Dans l'ancien, il y en avait 3, et puis il y en a 7. On est sur 7. Vous êtes à 7. Et donc, on allait chercher, effectivement, via nos réseaux, différents exemples de projets qui ont été mis en place. Alors, c'est des projets à différentes échelles, mais on a cherché des projets qui étaient, on va dire, peu coûteux pour les enseignants, mais des projets qui restent ambitieux sur la question climatique. Ce n'est pas des projets, on va juste trier les déchets dans la cour d'école. C'est des projets qui ont vraiment une ambition d'aller vers des projets locaux d'adaptation ou d'atténuation face au changement climatique. Et je peux vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le Climaton, qui est un projet que nous avons porté avec la Maison pour la science d'Alsace, notamment, qui est un projet où, en fait, on a donné aux élèves la chance de pouvoir eux-mêmes designer un projet d'action avec une consonance assez forte sur l'adaptation. En fait, pendant une journée entière, les enseignants se sont mobilisés dans différents établissements de Strasbourg, pour le coup, et ils ont donné à ces élèves la possibilité de dialoguer avec des professionnels, notamment des urbanistes, notamment des gens des pouvoirs locaux, vraiment pour travailler en local. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'environnement local en lien avec le climat? Et il y a un des établissements à Strasbourg qui a travaillé sur les îlots de chaleur urbains, qui sont ces zones où en fait il fait super chaud, parce que c'est très on a très chaud, et ils sont allés jusqu'à créer minéral, exactement. Et donc ils ont réfléchi avec différents acteurs locaux des solutions potentielles à amener, et ils ont créé un concours des balcons fleuris auprès de toutes les cités alentours du collège pour reverdir en fait cette zone très bétonnée de Strasbourg. Et voilà. Et en fait ça que ça fait baisser la température. On voit passer des images assez spectaculaires sur l'effet. Il y a plein d'autres projets. Alors il y a aussi les cours Oasis. Voilà, les cours Oasis qui commencent à être très connus à Paris, mais qui se développent. On remplace le bitume, dans d'autres villes, je crois. Dans d'autres villes, Et on remplace le bitume par. Qui a des valeurs sur le changement climatique, mais aussi sur l'égalité entre garçons et filles, parce qu'il y a plein d'enjeux qui sont liés à la cour de récréation. Nous, on travaille sur le changement climatique, mais les cours Oasis ont une valeur très importante, on les présente aussi. Et je tiens à dire aussi sur le Climaton, ce qui est intéressant, c'est que les élèves vont vers cette action, non pas par injonction, c'est-à-dire non pas parce qu'on leur a dit qu'il faut faire ça, mais par compréhension des enjeux. Et on travaille vraiment avec eux jusqu'à comprendre pourquoi il faut aller mettre ça en place. Alors d'un tout petit point d'ailleurs, il y a 1000 activités qui sont proposées dans le livre. Il y en a une à base de jeux de chaises musicales quasiment pour les petits, qui sont les responsables du changement climatique, avec des chaises à se partager dans la cour. Oui, ça c'est en un mot sur la justice climatique, qui marche aussi avec les plus âgés. Donc on dessine le monde dans la craie, les différents continents, on met des chaises. Voilà, et en fait les chaises correspondent à la vulnérabilité face au changement climatique, et le nombre d'enfants correspond
en fait aux émissions de gaz à effet de serre de ces différents pays. En fait, on voit qu'il y a une inégalité très forte, limite quelque chose à la proportionnelle inverse, c'est-à-dire que des pays qui émettent peu vont être beaucoup plus vulnérables aux impacts des réchauffements climatiques. Et donc, ils le sentent presque dans leur corps, puisqu'ils doivent s'asseoir sur des chaises, et que sur certains continents, il y a plus de chaises que d'enfants, et sur les autres, il y a plus d'enfants que de chaises, et on ne peut pas s'asseoir. Et donc, on a une représentation limite, comme vous dites, au niveau du corps de cette injustice très forte qu'on a dans le monde. Je vous cite Simon Klein dans un article des Cahiers pédagogiques. Le passage à l'action est bénéfique pour travailler cette thématique. On va en reparler, mais c'est juste après la récré. Parce que nous, on pense que ce qui est bénéfique pour traiter toutes les thématiques, c'est de faire des récrés. Ouais. Ah oui, on adore la récré. Bah voilà, c'est bien la récré. Mais les cours, c'est bien aussi, mais la récré, c'est bien. Avec vous, Emma, récré estivale. Parce qu'après tout, on est déjà bientôt en vacances et on va parler de protection solaire. Ça ne vaut pas que pour les enfants, d'ailleurs, ce que vous nous racontez. Non, enfants et adultes. Ouais. Parce qu'on pense d'ailleurs que la crème solaire, c'est fait que pour mettre à la plage, alors qu'en fait, pas du tout. Ça devrait être un incontournable, même dans notre routine beauté du matin. Il faudrait pouvoir mettre toujours... Oui, je voulais le caser, le mot. Oui, routine beauté, vous l'avez fait. Voilà. Vous saviez que je ferais un petit air. Exactement. Je l'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Alors, tous les spécialistes le disent, vraiment les dermatos, les esthéticiennes, tout le monde mettait de la crème solaire. Alors, l'été, on redouble de vigilance, de la crème indice 50 de préférence, ou au moins 30 à renouveler toutes les 2 heures. Sauf que bon, quand on est en vacances, on n'a pas forcément une montre sur soi, on n'a pas forcément envie d'avoir cette notion du temps, on s'en fiche de l'heure. Et bien pour savoir quand il faut remettre de la crème solaire, je vous ai trouvé une astuce géniale, démonstration. Vous voyez, c'est un tout petit patch. Violet foncé. On le met sur la peau, on met de la crème solaire, il devient plus clair. Et en fait, dès qu'il n'y a plus assez de protection, il redevient violet foncé. Et donc, on sait qu'il faut remettre de la crème. Je vous en offrirai pour l'été. C'est bien, non? Génial, ouais. Mais si je me baigne, par exemple, ça... alors, je sais pas... on va regarder le mode d'emploi. C'est ça, voilà. Vous êtes un vrai journaliste. Moi, j'enquête, J'enquête. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très pratique. Non, je suis plutôt quelqu'un qui prend souvent des coups de soleil et qui se dit, oui, voilà. Donc, je vous en offrirai des patchs comme ça. Génial. Ça, vous n'allez plus prendre de coups de soleil. Non, mais sérieusement, en fait, c'est vraiment super important. Un Français sur 2 ne met pas du tout de crème solaire avant de s'exposer. Et le nombre de cancers de la peau a triplé en 40 ans. 80 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Donc, vraiment, protégez-vous cet été. Mettez de la crème solaire. Vous serez peut-être moins bronzé, mais au moins, vous serez en meilleure santé. Drop the mic. Ça rimait. J'aimais bien. Merci, Emma. Merci. Et je veux mon petit patch pour les vacances. Oui, okay, je vous l'offrirai, promis. Me voilà tout troublé. Mais nous allons retrouver Simon Klein. Et on va parler climat. Ce n'est pas exactement les coups de soleil. On ne va pas confondre, nous, la météo et le climat. Ceci dit, les deux sujets sont quand même liés. Permettre aux élèves de participer activement en classe à travers l'élaboration de problématiques, l'expérimentation, l'observation, l'apprentissage par l'erreur, le débat et la mise en œuvre de solutions locales et concrètes pour répondre aux problèmes liés au changement climatique. C'est un des objectifs de l'Office for Climate Education dont on parle avec Simon Klein. Dans les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, vous en citez une, c'est l'éducation déjà. Oui. Alors ça a été cité notamment à la COP21. L'article 14 de la COP21 cite expressément que l'éducation est un enjeu, est un levier finalement à prendre en compte par tous les pays signataires pour essayer d'enrayer au mieux et de s'adapter au changement climatique. D'où l'omniprésence dans les programmes scolaires de l'acronyme, c'est pas un acronyme, du sigle EDD, Éducation au développement durable. Ça existe depuis assez longtemps. Oui. On en a beaucoup parlé dans l'Anti-Sèche. Visiblement, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui cloche ? Alors, c'est pas que ça suffit pas, c'est que tout est complémentaire et que potentiellement cette EDD ou les ODD, finalement les objectifs de développement durable, qui sont une grille de lecture, de 17 objectifs de développement durable, c'est une grille de lecture pour essayer d'aborder tous ces sujets-là, montre que parfois on peut se suffire à travailler à la marge ou travailler que sur la pollution ou quoi, alors que les enjeux de changement climatique, c'est systémique, effectivement. Et du coup, de travailler à partir des ODD, ça nous permet aussi de travailler de manière systémique sur la question. L'idée, ce serait d'essayer de converger finalement à la fois les disciplines, à la fois les enjeux vers une meilleure atténuation, adaptation au changement. En essayant également de lutter contre l'éco-anxiété, qui touche quand même un certain nombre de jeunes, pour ça, vous montrez que des solutions existent. Alors, il y avait des projets mis en œuvre
par les enfants. Voilà. Vous citez aussi un certain nombre de projets dans tous les domaines, la permaculture au Guatemala, les Ripper Café à Quimper. Ouais. Il y a un ou deux projets qui ont une tendresse particulière. Alors oui, tous ces projets-là moi j'ai une tendresse particulière évidente, j'ai envie de dire, sur tous les projets qui travaillent avec la nature, qui travaillent à promouvoir le contact avec la nature le plus possible. Et ça, on le sait, de nombreuses études montrent que psychologiquement, on a un bénéfice en fait à rencontrer ou à rencontrer pour la première fois. On se sent mieux. Voilà, exactement. Et même c'est au Japon où il y a, je crois que la sylvothérapie, ça fait depuis 20 ans que c'est... avec les arbres, j'imagine. Voilà, exactement. Avec les arbres, sylvo, et que c'est un enjeu de santé publique. Et là-bas, c'est remboursé par la Sécu japonaise d'aller faire des thérapies avec les arbres. Et même rien que le contact avec le bois, c'est-à-dire avec des meubles en bois, aurait des bénéfices sur la santé publique. Donc en fait, tout ce qui est classe en dehors, ce qu'on appelle outdoor education en anglais, parce qu'on travaille beaucoup à l'étranger là-dessus, aurait aussi des bénéfices. Voilà. On en a vu quelques exemples aussi toute cette année dans la quotidienne. Ouais. Et ça fonctionne vraiment. Mm-hmm. Et c'est important parce que des recherches au niveau mondial, je vous cite, montrent que la peur du changement climatique peut avoir un impact sur le sommeil, sur la concentration. En fait, ça les travaille, les jeunes. Exactement, ça les travaille. Il y a une grosse étude du Lancet qui est sortie il y a un an, pardon. Une grande revue scientifique comme Nature. Voilà, qui a travaillé plutôt sur des ados et jeunes adultes entre 16 et 25 ans, qui a montré que dans certains pays, notamment les pays qui sont directement touchés par les impacts actuels, la France n'est pas épargnée quand on voit les canicules, mais on a en fait dans ces pays-là, encore plus que dans les autres, Philippines ou pays tropicaux, des répondants à ces questionnaires qui disent que pour 80% d'entre eux, ils ont des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration liés à ces angoisses de détérioration de l'environnement et changement climatique. Voilà, et ça ne va pas s'arranger parce que les effets se voient peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement. Il y a encore eu ce glacier qui s'est en partie effondré dans les Dolomites, si je me souviens bien, en Italie, à la frontière de la Vénétie, il y a quelques jours, et qui par ailleurs a fait des morts parce que... Voilà, et là, il n'y a aucun doute que c'est lié au réchauffement climatique, on peut même pas en débattre. Un dernier mot important aussi, on parlait de la place de l'éducation, du rôle de l'éducation, il y a la place des femmes aussi qui change beaucoup de choses. Oui. Alors, selon qu'elles sont impliquées et qu'on leur donne une place, ça fait peut-être un lien aussi avec les sujets de défense des femmes que traitait Emma tout à l'heure. Exactement. Alors, il y a tout le courant aussi d'éco-anxiété, d'éco-féminisme, qu'on connaît très bien. Mais ce lapsus va faire jaser. Oh là 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 là, il est beau celui-là. Dans le bêtisier. Je vous laisse le gérer, Simon. Voilà, tout ce lien qui est très fort. Et c'est pareil dans les rapports du GIEC, ils montrent qu'il y a une corrélation assez forte entre donner du pouvoir aux femmes et armer finalement les jeunes filles, notamment en Afrique, à aller à l'école et à se développer aussi, a des effets bénéfiques sur le long terme sur les projets d'atténuation et d'adaptation du changement climatique. Donc il y a un lien en fait indéniable et très fort entre l'égalité femmes-hommes et cet enjeu crucial que l'humanité fait face en ce moment. Voilà, et alors si vous êtes enseignante ou enseignant, vous vous précipitez sur le site internet de Climate for Education, vous regardez Changement climatique et terres émergées. C'est le deuxième, je crois. C'est le deuxième, le premier, que vous avez créé. Ouais. Le premier, c'était quel thème ? Océan et cryosphère. Voilà. L'eau et la glace. C'est vraiment clé en main, outil absolument extraordinaire. Vous restez avec nous ? Oui. On va retrouver Maître Valérie Piot, c'est notre avocate. Elle nous conseille, elle vous conseille. Conseil de discipline. Valérie Piot, bonjour. Bonjour. Maître Valérie Piot, on est tellement heureux de vous avoir en vrai sur le plateau. D'habitude, vous enregistrez les chroniques à l'avance, c'est formidable. Merci de nous rendre visite. Pendant toute cette année, vous avez été la chroniqueuse juridique de cette quotidienne sur School TV. Dernier sujet du jour, sujet d'actualité comme à chaque fois avec vos chroniques. Que faire face à un refus de réinscription dans l'enseignement privé ? D'abord, est-ce que c'est fréquent en fin d'année, ces refus de réinscription ? Oui. Alors, si vous nous en parlez, c'est que vous avez des cas. Exactement. J'ai beaucoup de familles là, qui m'appellent un petit peu à l'aide parce que l'établissement les prévient là entre le 25 juin et le 4 juillet qu'elle ne va pas les réinscrire l'enfant. Et du coup, c'est mission impossible pour trouver un autre établissement privé et les gens se retrouvent sans solution là. Ils ont le droit de faire ça ? Alors justement, non. C'est ce que je vais vous expliquer. Ils n'ont pas le droit de le faire. Alors comment agir pour obtenir la réinscription ? Alors, ce que je vous conseille, ce que je conseille aux familles, déjà, c'est de faire un courrier recommandé avec accusé de réception à l'établissement privé en expliquant des arguments qu'on va voir ensemble et écrire également au DAZEN, c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale en charge du contrôle des établissements privés pour les alerter du refus de réinscription dont vous faites l'objet, en les alertant sur le fait que s'il ne se passe rien, vous allez être éventuellement obligé de faire appel à eux pour une rescolarisation dans le public.
public. On montre qu'il y a des gros bras derrière qui peuvent être un petit peu Exactement, ennuyés. voilà. Les arguments, vous disiez que Alors vous les alliez arguments, citer. déjà, en fait, il y a beaucoup de familles, quand elles m'appellent pour m'expliquer la situation, en fait, l'enfant est déjà réinscrit. Donc la première chose, c'est vérifier si au mois de janvier-février, on ne vous a pas remis un dossier de réinscription en vous demandant de faire un chèque. C'est le cas dans 99% des établissements privés. Dans ces cas-là, en fait, l'établissement privé, c'est un professionnel qui est engagé exactement contractuellement. Si on vous a dit de remplir un formulaire de réinscription, vous êtes réinscrit. Le deuxième argument, il faut regarder le règlement intérieur. Parce que Pardon, dans le premier cas, je vous coupe, mais c'est qu'il y a un petit peu arnaque de la part de l'établissement. Parce que si vous avez une réinscription à chèque, c'est que c'est fait en fait. Et puis c'est bien important. Donc ils perdent à tous les coups là. Oui, exactement. Voilà. Et puis surtout, c'est des professionnels de l'éducation. La famille, c'est des particuliers. Et puis c'est un contrat. Enfin, c'est comme si vous concluez un contrat avec votre plombier pour une salle de bain. Et ben voilà, c'est du même ordre. Exactement. Voilà. Et donc le deuxième argument, je vous ai interrompu, mais ça me semblait important de souligner ce point, le règlement intérieur. Oui, alors le règlement intérieur a force de loi avec la famille. Donc en fait, ça explique les obligations des uns et des autres. Et on a beaucoup d'établissements privés qui ne prévoient pas la faculté de ne pas réinscrire. Et après, il y a des établissements privés, j'ai eu le cas par exemple la semaine dernière, qui disent par exemple que s'il y a 3 avertissements, on peut ne pas réinscrire et l'enfant par exemple n'en a que 2. Donc bien vérifier quelles sont aussi les conditions exactement du règlement intérieur. Mon enfant a été averti que 2 fois. Exactement. Il n'a fait que 2 bêtises cette année. Non, en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas que le refus de réinscription soit une exclusion déguisée. Parce qu'en fait, l'établissement privé peut faire un conseil de discipline pendant l'année et exclure. Et donc, on ne peut pas utiliser le prétexte votre gamin, il a des problèmes de comportement. S'il n'y a pas eu d'exclusion pendant l'année, pour dire. Et puis surtout, le gros problème. Si on veut l'exclure pour ça, on fait le conseil de discipline dans les formes. C'est de dire aux familles le 1er juillet, on ne veut pas de votre enfant, c'est juste pas possible. C'est hyper stressant en plus. Qu'est-ce que je fais si aucune de ces 2 stratégies ne fonctionne? Alors, n'hésitez pas, les familles qui sont confrontées à ce problème, à saisir le défenseur des droits. En fait, quand il y a atteinte à l'intérêt d'un enfant, le défenseur des droits intervient. Et là, il y a évidemment atteinte aux droits d'un enfant. Alors, on a fait une émission du Conseil de discipline sur le défenseur des droits, mais c'est très simple de le saisir. Le formulaire, c'est par Internet et c'est dans la catégorie atteinte à l'intérêt d'un enfant. Et souvent, ça permet de faire pression sur l'établissement, d'avoir cet interlocuteur qui est justement, quand il y a l'atteinte à l'intérêt d'un enfant ou une discrimination, qui va pouvoir vous seconder. Admettons que rien de tout ça ne fonctionne ou que ça fonctionne, mais je suis fatigué de me battre avec cet établissement, je ne l'aime plus. Est-ce que même tardivement, je peux faire un double salto arrière et inscrire mon enfant dans le public? Oui, le double salto arrière ça marche. Voilà, tout à fait possible. Et ça, beaucoup de familles ne le savent pas non plus parce que très honnêtement, parfois les rectorats peuvent être décourageants pour les familles. Alors surtout, un conseil pour les familles. Donc oui, vous êtes en droit d'exiger à tout moment la réinscription dans le public. Par contre, faites vite, vraiment vite, parce qu'il y aura une commission de réaffectation aux alentours du 14 juillet et après le 15 août. Donc, il faut agir très vite. Vous prenez contact avec le rectorat. N'hésitez pas à faire un courrier. Non, à chaque fois. Oui, voilà. Vous faites un courrier en disant « Je n'ai pas de solution de rescolarisation. Je demande en urgence une rescolarisation. » Un courrier, comme ça, il y a une trace. Et après, vous prenez rendez-vous au rectorat. Vous allez remplir le dossier. Et surtout, tous les 2 jours ou tous les jours, vous les appelez. Le but, c'est d'essayer d'être dans la commission de réaffectation, d'affectation qui va avoir lieu aux alentours du 14 juillet. Oui, parce que sinon, après, c'est les vacances. Voilà. Et aussi, ne vous laissez pas faire. Si on vous dit « Oui, il n'y a plus de place, etc. », on doit normalement quand même vous proposer à proximité de votre domicile. Et donc, si on vous dit qu'il n'y a pas de place, qu'on vous en justifie, que si vous habitez, je ne sais pas, le 17e, qu'on ne vous mette pas au fin fond du 20e. Si on est parisien. Voilà, exactement. Si on est parisien, pardon. Et il y aura une autre commission le 20 août, si on n'est pas passé à celle du 14 juillet. Voilà, donc rien n'est jamais perdu. Exactement. Valérie Piot, merci beaucoup, avocate spécialiste, chacun l'aura compris, des questions de droit de l'éducation, mais également chroniqueuse sur School TV. Merci 1000 fois. Je crois que vous avez suivi un petit peu ce que nous disait Simon Klein sur la justice climatique avant. Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez qu'il a également fait un livre qui s'intitule La vie sexuelle des fleurs? Ah non, pas du tout. Non. Bah alors, Simon. Oui. Alors, bah oui. Pourquoi la vie sexuelle des fleurs? Alors, parce que c'est passionnant. Parce que en fait, avant de travailler dans l'éducation et l'éducation au changement climatique, je travaillais en tant qu'écologue sur la question de la pollinisation et des pollinisateurs. Et que, en fait, avec ces sujets notamment de rapport à la nature qui sont très importants et dont on doit finalement, enfin en tout cas moi, mon corps défendant, prendre à bras le corps, j'ai décidé de travailler cette question de manière illustrée, belle, pour amener en fait le lectorat, n'importe quelle personne intéressée. Et assez drôle. Et assez drôle à se poser la question. Chèvrefeuille, suavité du soir. Voilà, donc l'idée c'est de Campanule, clochettes automnales, carottes sauvages, open bar.
Donc on est là-dessus finalement, et on est sur... en fait, j'ai traité 50 exemples de fleurs, et le lien que ces fleurs, via l'évolution, ont développé pour attirer les pollinisateurs notamment, ou utiliser les éléments pour se reproduire. Et en fait, mon idée derrière, c'est que les gens puissent se plonger dans ce livre et s'en détacher pour aller voir la nature, parce que c'est énormément de choses à nous dire. Et les vrais insectes. Voir si, quand et comment elles le font, puisque c'est le sous-titre, même les fleurs le font. Exactement. La vie sexuelle des fleurs. Merci beaucoup. Et puis surtout, non pas surtout, mais aussi, en tout cas surtout, car c'était la raison pour laquelle on voulait vous avoir sur ce plateau, ce formidable changement climatique et terres émergées de l'Office for Climate Education. Merci à tous les deux. Merci aussi à toute l'équipe, au maquillage Tae Saad, à la préparation de l'émission, Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, et puis en régie aujourd'hui au son Héloïse Merlin, à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV. On se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.